Mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard. Une émission proposée par Jean-Louis Salasque. Bonjour Catherine. Bonjour Jean-Louis. Si j'ai bien compris, tu veux aujourd'hui poser une question aux auditeurs. Oui, plus exactement leur suggérer qu'ils se posent à eux-mêmes la question. Quelle est cette question ? Faites-vous partie des 10% ? Ou plutôt, est-ce que je fais partie des 10% ? Tes 10%, de quoi s'agit-il ? C'est précisément ce que notre chronique va s'efforcer d'expliquer. Mais ces 10% ont-ils un lien avec René Girard ? Bien sûr, mais nous ferons aussi un détour par un autre auteur, Serge Tchakotine. Nous t'écoutons. Serge Tchakotine, né en 1883 et mort en 1973, partage avec René Girard une pratique affirmée de l'interdisciplinarité. D'abord docteur en biologie, il devient un praticien et un théoricien des méthodes de la propagande. Il est l'homme d'un seul livre, Le viol des foules par la propagande politique, titre des plus sobres en matière d'euphémisme. La première édition, 300 pages, date de 1940. La dernière, 800 pages, de 1952. D'abord menchevique, Tchakotine se rallie aux bolcheviks en 1921 et devient un activiste du régime soviétique dans divers pays européens. Son livre comporte 3 parties. La première décrit sa conception de l'être humain, héritée de son mentor Pavlov et cousine des behavioristes américains. La psychologie y découle uniquement de la biologie. Elle n'est que réponse aux stimuli externes. D'où la possibilité de façonner la psychologie des gens, à l'instar du fameux chien de Pavlov. Façonnage individuel, mais surtout collectif. La dimension collective s'appuie sur le comportement grégaire, qui ne serait qu'un réflexe. Tchakotine déduit de cette conception ce qu'il considère comme les lois et principes de la propagande. Dans la deuxième partie de son livre, Tchakotine attribue à l'emploi efficace de ces principes l'arrivée des nazis au pouvoir. Il estime qu'Hitler avait une connaissance intuitive de ces principes dont il qualifie la mise en œuvre de viol psychologique. Au début des années 30, Tchakotine était devenu conseiller du SPD, le Parti socialiste allemand, et proposa une contre-propagande fondée sur ces mêmes principes, mais qui ne fut pas mise en œuvre sinon sporadiquement. Dans la dernière partie de son ouvrage, il expose pourquoi ces méthodes sont finalement légitimes, à condition d'être utilisées par des acteurs démocratiques et progressistes, et comment le viol psychologique ne sera plus nécessaire une fois que l'humanité entière aura été correctement éduquée. C'est moi qui ajoute ici des guillemets. Mais quel est le rapport entre Tchakotine et Girard ? Serge Tchakotine n'est en rien un pré-girardien, mais il frôle très souvent les concepts de la théorie mimétique. Pour lui, les masses sont amorphes et sans désir. Quand elles sont physiquement regroupées, elles deviennent une foule, également sans désir. Mais voilà qu'apparaît le meneur, celui qui sait ce qu'il faut faire, et, par cela même, entraîne les foules. Nous ne sommes pas loin du médiateur de Girard. Les foules sont capables d'atroces violences. C'est pourquoi, selon Tchakotine, le meneur doit être capable de contrôler leurs excitations et leurs inhibitions en jouant sur l'agressivité et la peur. Il n'aborde que sommairement la question de l'imitation, qu'il divise en 2 catégories. D'un côté, l'imitation des comportements, où il voit un strict mécanisme idéomoteur, dans lequel une image mentale déclenche immédiatement des réflexes musculaires, une gestuelle, des comportements. De l'autre, il reconnaît une imitation née de l'admiration, mais qu'il préfère requalifier d'émulation. Il affirme tirer cette distinction de Spinoza. Pas un instant, il ne songe que l'émulation peut conduire à la rivalité, que les rivalités peuvent se propager,
se généraliser et mettre ainsi en danger la communauté. S'il décrit de nombreux rites sacrificiels, Tchakotine les attribue à un emballement de l'excitation due à la pulsion d'agression, qui est l'une des 4 pulsions de son système. Mais il ne fait aucun lien entre mimétisme et crise généralisée dans la communauté. Le point qui soulève question dans son livre est celui du chiffre de 10%. Nous y voilà. Tu vas enfin nous expliquer ce que sont ces 10%. Tchakotine le présente comme le résultat d'une mesure en situation réelle. C'était pendant sa période de lutte politique contre le Parti national-socialiste au début des années 30, à Heidelberg puis dans d'autres villes allemandes. Il remarqua que seuls 10% de la population fréquentaient les meetings des différents partis. Il les désigna donc comme les individus actifs, ceux physiologiquement capables de résister à l'emprise d'autrui sur le psychisme. Je viens de citer Tchakotine. Il classe ainsi les individus en 2 catégories. Les 10% et le reste de la population passive et suiveuse. Et selon lui, une loi essentielle de la propagande est que ces 10% sont à convaincre, alors que pour les 90% restants, l'intimidation suffit. Nous retrouvons là le concept de leader d'opinion, aujourd'hui rebaptisé influenceur, cher aux zélotes du marketing. Un ouvrage de 2 consultants, Edward Keller et Jonathan Berry, The Influentials, 2003, l'énonce tranquillement. Un Américain sur 10 explique aux 9 autres comment voter, ce qu'ils doivent manger et acheter. Par ailleurs, en 2017, une équipe polonaise a repris l'expérience de Milgram. Peux-tu nous rappeler ce qu'est cette expérience ? Dans les années 60, le sociologue Stanley Milgram a voulu évaluer le niveau d'obéissance à l'autorité. Il s'y prit ainsi. Dans une cabine, une personne devait répondre à des questions. Les questions étaient posées par un homme en blouse blanche incarnant l'autorité. À côté de lui, une autre personne assise à un bureau devant une machine avec une manette. Si la personne dans la cabine donnait une mauvaise réponse à l'homme en blouse blanche, celui-ci donnait à la personne à la manette l'ordre d'envoyer un léger choc électrique à celle enfermée dans la cabine. C'est choquant une telle expérience. En réalité, la personne enfermée dans la cabine était un acteur qui simulait la réception d'un choc électrique. Il n'y avait aucun choc électrique d'envoyer. Mais la personne assise au bureau qui actionnait la manette ne le savait pas. En fait, c'était elle le cobaye de l'expérience. Plus la personne dans la cabine se trompait, plus la personne au bureau devait augmenter l'intensité du choc électrique. La graduation indiquait quand l'intensité du choc atteignait un niveau mortel. Toujours au prétexte de mauvaises réponses, l'homme en blouse donnait instruction d'augmenter l'intensité du choc électrique au-delà de ce seuil mortel. Et la plupart des personnes lui obéissaient. L'équipe polonaise, qui a refait l'expérience récemment, a confirmé les résultats obtenus par Milgram 50 ans auparavant. 90% des personnes envoient des chocs électriques mortels quand une autorité leur en intime l'ordre. Dans un registre plus léger, les adeptes de la musique classique représentent entre 6 et 10% de la population, les autres se contentant d'écouter les musiques que la mode leur propose. Un chiffre du même ordre est donné pour les lecteurs assidus. Bref, tout converge. Les dénombrements faits par Tchakotine, l'expérience des spécialistes du marketing, les résultats du test de Milgram, la musique, la lecture. Ces fameux 10% se retrouvent un peu partout en psychosociologie. Jean-Louis, se pose alors la question, la théorie mimétique intègre-t-elle quelque part cette proportion de 10%? Je serais tenté de répondre peut-être. Selon Girard, nous sommes tous soumis au mimétisme du désir, c'est bien entendu. Mais une règle peut s'offrir des exceptions. Certains y seraient-ils moins soumis que d'autres ?
Forme-t-il un quota de 10%? Que signifie précisément y être moins soumis? Est-ce échapper totalement au mimétisme du désir? Girard lui-même nous signale, dans Le songe d'une nuit d'été, un personnage, celui de Bottom, qui veut jouer tous les rôles d'une pièce, une pièce dans la pièce, que montent des artisans. Girard qualifie ce personnage, je cite, d'extrêmement mimétique. Est-ce donc que nous pouvons l'être modérément? Se trouve-t-il, au lieu de l'alternative mimétique ou pas, un continuum croissant depuis le non-mimétisme jusqu'à ce mimétisme extrême, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout? Pourrions-nous être mimétiques à certains moments et pas à d'autres? Et d'où viendrait que certains échappent au désir mimétique? Serait-ce de naissance? Serait-ce le fruit de l'expérience? Serait-ce par esprit de contradiction? Serait-ce de suivre un modèle qui prône de se garder du mimétisme? Ce qui fait un savoureux paradoxe. Et tous ceux qui ont eu conscience du mimétisme du désir, qui l'ont révélé ou ont tenté de le faire, de Cervantes à Girard, en passant par Stendhal et Shakespeare, font-ils partie de ces hypothétiques 10%? Et les girardiens présents et à venir, en feraient-ils partie? En somme, Jean-Louis, tu nous demandes de nous interroger nous-mêmes. Ferions-nous comme la plupart des gens? Sommes-nous dans les suiveurs, comme dit Chakotine, ou bien sommes-nous plus indépendants? Sommes-nous même capables d'échapper au mimétisme auquel Girard nous voit soumis? C'est exactement cela, Catherine. C'est là un redoutable sujet de réflexion. Courage aux auditeurs. Et merci de leur écoute. Au revoir, Catherine. Au revoir, Jean-Louis.